Eh bien, d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Il est 18h30, je déclare donc la séance ouverte et je demande au Benjamin de séance de procéder à l'appel. Merci beaucoup. Je passe... vous avez demandé la parole, monsieur Lionel Roy-Perrault ? Oui, merci Madame le maire, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues. Je souhaitais intervenir en ce début de conseil municipal, conseil d'arrondissement, excusez-moi, parce que, vous le savez, je suis très attaché à ces arrondissements. Je suis élu de ces arrondissements depuis maintenant une trentaine d'années. Et je connais particulièrement le rôle qu'une mairie d'arrondissement doit jouer dans les politiques de proximité et dans la nécessité d'entretenir un lien fort entre les administrés et l'institution municipale ou l'institution métropolitaine. Il n'a échappé à personne que le Parlement et l'Assemblée nationale s'est saisis d'un projet de loi récemment, le projet de loi sur le mode de scrutin Paris-Lyon-Marseille, et que ce texte a été voté en première lecture à l'Assemblée nationale, attendant son examen début juin au Sénat. Et je voulais attirer l'attention des conseillers d'une part, mais de celles et de ceux qui nous écoutent également, sur le fait que ce qui a été voté, sous réserve de modifications et d'amendements qui pourraient être adoptés au Sénat ou en commission mixte paritaire par la suite, est extrêmement préjudiciable à la pérennité et à l'existence des mairies d'arrondissement. Je crois qu'il faut que nous en soyons toutes et tous bien conscients. Il y a les dispositions électorales qui ont été votées, c'est un débat, mais il y a aussi le sujet des compétences des mairies d'arrondissement. Et il me semble que nous aurions pu et nous aurions dû avoir des parlementaires marseillais qui se mobilisent, toutes tendances confondues, puisque nous avons la diversité des représentations politiques qui nous représentent à l'Assemblée nationale, pour précisément défendre les mairies d'arrondissement. Or, ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas eu un seul député marseillais qui se soit mobilisé pour défendre la pérennité des mairies d'arrondissement. Car il ne sert à rien d'offrir la possibilité de deux urnes, d'élire d'un côté le maire de Marseille, de l'autre côté le maire d'arrondissement, de donner donc les mêmes légitimités électorales au maire de Marseille et au maire d'arrondissement, si il y a au niveau des mairies d'arrondissement moins de pouvoir et moins de compétences. Vous allez créer par nature beaucoup de frustration, d'abord chez ceux qui exerceront la fonction, mais encore plus chez les administrés qui ne comprendront pas d'avoir eu le choix d'élire un maire d'arrondissement et que ce maire d'arrondissement n'ait pas les compétences de proximité nécessaires pour porter les politiques publiques de proximité. Nous avions là l'occasion unique, mes chers collègues, de pouvoir donner aux mairies d'arrondissement des pouvoirs en matière de propreté, en matière de voirie, en matière de gestion peut-être des écoles, des parcs et jardins, des gymnases, bref, de tous les équipements qui font la vie du quartier et qui nous auraient permis d'être beaucoup plus réactifs dans le quotidien. Et quand je vois le débat, parce que j'ai quand même suivi, et que je vois qu'il n'y a pas, et je le redis, un seul député marseillais qui se soit penché sur les compétences des mairies d'arrondissement, et que mieux, je vois que le député de la circonscription
dans une explication de vote de son groupe, et d'expliquer qu'il votait pour le texte pour simplement lutter contre la fraude électorale, dont il faudra m'expliquer le lien entre les deux d'ailleurs, soit dit en passant, je trouve qu'on est quand même très loin de ce que devraient être les enjeux de ce texte. Et donc, je ne pouvais pas commencer ce conseil municipal sans vous dire cette alerte, vous sensibiliser à cela, parce que ce que je crains, le débat parlementaire n'est pas terminé, il y a des navettes, peut-être que même il ne se passera rien du tout au final, hein. Donc plein de choses peuvent encore arriver, c'est un débat plein de surprises, avec plein de pochettes de surprises. Mais il n'en demeure pas moins que ma crainte, si vraiment le débat va au bout de ce qu'il a été, tel qu'il a été initié, ma crainte, c'est de voir des mairies d'arrondissement asséchées, des mairies d'arrondissement amoindries dans leurs compétences, et d'avoir de très grandes frustrations pour celles et ceux qui exerceront un jour les responsabilités dans ces mairies d'arrondissement. Et il me semblait que c'était mon devoir, en tant qu'ancien député, ancien maire de ces quartiers, et très attaché à la fonction d'arrondissement, de vous alerter et de vous dire quelle était, en tous les cas, ma pensée sur ces questions. Merci à tous. Est-ce que je peux rebondir simplement sur le propos de M. Royer-Perron, s'il vous plaît. Alors, cher M. Royer-Perron, j'entends tout ce que vous dites, mais je vous rappellerai que celui qui porte ce projet de loi, c'est Sylvain Maillard, le président du groupe Renaissance auquel vous appartenez à l'Assemblée nationale et auquel vous avez appartenu. Donc, je pense qu'aujourd'hui, donner des leçons à notre député, c'est pas tout à fait bienvenu. Je vous invite, puisque vous êtes partie prenante maintenant toujours dans ce parti, et que vous allez voir régulièrement monsieur Attal, il me semble, eh bien je vous invite aussi à participer à la discussion. Merci. Merci beaucoup pour ces interventions. Je vais passer, plus personne ne prend la parole. Donc je passe à l'approbation du compte-rendu et je voudrais du 27 février et je voudrais savoir s'il y a des remarques sur ce compte-rendu. Aucune remarque, donc il est approuvé. Merci beaucoup. Je vais passer au rapport 25-12. Qui est le compte d'exécution exercice 2024. Je vais donc passer la parole à Pierre Robin, qui va donc prendre ma place, et je vais sortir. Pierre, tu... Là, là. Attention, la caméra. Attention. Là, ça marche. Bonjour à tous. Donc effectivement, l'ordre du jour appelle l'approbation du compte d'exécution des mairies du 9e et 10e arrondissement qui, pour l'année 2024, qui ensuite intégrera le compte administratif de la ville de Marseille que nous approuverons en conseil municipal au mois de juin. Deux temps dans mon intervention, la première générale et globale et la seconde plus détaillée sur les politiques et les actions qui ont été menées en 2024. Je tenais à vous dire, un petit peu d'ailleurs dans l'esprit de ce que Lionel Royer-Perron vient de dire, ma préoccupation sur le devenir et sur les capacités budgétaires des mairies de secteur. Nous avions évoqué ce sujet lors du vote de l'état spécial pour l'année 2025. Nous nous étions abstenus sur cet état spécial, considérant que la survie financière, l'autonomie financière des mairies de secteur était en danger et que la majorité municipale qui avait été élue en indiquant qu'elle allait revitaliser les mairies de secteur et les renforcer serait bien inspirée en cette fin de mandat de faire ce qu'elle avait promis alors qu'elle ne l'a pas fait jusqu'à présent. Je voulais juste citer deux chiffres par rapport à ça. Le montant des dépenses de fonctionnement de cette mairie pour l'année 2024 s'établit à peu près un peu plus de 2 650 000 euros.
2 650 000 euros. Le budget, la dotation annuelle de cette mairie des 9e arrondissement et 10e arrondissement en 2024, c'était 2 385 000 euros. Ce qui fait qu'on a surconsommé, on a dépensé environ 10% de plus que la dotation annuelle qui nous est octroyée. Alors on n'est pas des magiciens, c'est parce qu'on avait la chance, parce que cette mairie est bien gérée, d'avoir un petit matelas disponible pour financer les coups durs, les aléas. Et donc on a dépensé 300 000 euros de ce matelas l'année dernière, ne serait-ce que pour fonctionner. Et donc malgré ce déplacement et ce taux de consommation budgétaire, on va dire de 110% de ce qui est la dotation normale annuelle d'une mairie de secteur, vous voyez bien sur le terrain que nous aimerions faire davantage, qu'il y a des besoins qui ne sont pas complètement satisfaits, que nous devons reporter ou revoir nos ambitions dans la réponse aux habitants, parce que tout simplement, nous avons de moins en moins les capacités budgétaires à le faire. Et donc, nous vous le redisons solennellement, chers amis de la majorité municipale, il y a vraiment un sujet, plutôt que de s'inquiéter ou de s'intéresser au sujet du mode électoral, nous pensons avant tout aux habitants et aux actions pour les habitants. Et les actions pour les habitants, les actions de proximité, elles sont... Alors nous sommes actifs et dynamiques, je vais y revenir, donc on peut faire des choses, mais ça devient de plus en plus compliqué. La même chose sur les investissements. Le montant des investissements réalisés en 2024, c'est à peu près 500 000 euros. Le montant de la dotation, c'est 270 000 euros. Donc ce qui fait que là, on est quasiment à 100% de plus de consommation budgétaire, parce qu'on avait un reliquat important de l'année dernière, peu importe les raisons. Et vous voyez bien que malgré ces investissements, les besoins restent importants dans nos parcs, dans nos gymnases, dans nos équipements de secteur. Et donc évidemment qu'une enveloppe de 270 000 euros pour un secteur aussi grand que le 9e et 10e arrondissement, c'est une somme absolument ridicule. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour des projets, nous sommes très dépendants du bon vouloir et des crédits qui sont octroyés ou pas par la mairie centrale sur les projets. Parce que nous n'avons pas la capacité, l'autonomie de mener ces projets. Et là-dessus, il y aurait une possibilité d'action. Le montant de cette enveloppe d'investissement, c'est 2 euros par habitant. Vous savez qu'on est un secteur qui est démographiquement assez dynamique, avec de plus en plus d'habitants dans nos secteurs. Mais la croissance de cette enveloppe d'investissement, elle ne suit pas les besoins du secteur. On est passé, en 2003, on avait 124 000 habitants, on avait une dotation d'investissement de 248 000 euros en 2003, il y a 22 ans. Aujourd'hui, on est en 2025, il y a 137 000 habitants dans les 9e et 10e arrondissements. On a une enveloppe de 274 000 euros. Ce qui veut dire qu'en 22 ans, l'enveloppe d'investissement de la mairie a augmenté de 26 000 euros. Et donc, puisque vous vouliez renforcer, c'est une délibération du conseil municipal. Peut-être qu'au lieu de 2 euros, on pourrait dire c'est 3 euros, c'est 4 euros. Et vous donneriez comme ça des budgets, non plus de 274 000, mais de 500 000, de 700 000 euros aux mairies de secteur. Et ça, c'est une délibération que vous n'avez pas prise depuis 5 ans, alors que vous l'aviez promis de renforcer les mairies de secteur. Voilà, donc je ne veux pas jouer... c'est suffisamment difficile en ce moment, les finances publiques, pour jouer avec ces sujets. Mais quand même, il y a un vrai décalage entre le discours qui a été tenu et les promesses qui ont été faites lors des élections, de renforcer la vitalité des mairies de secteur, et la réalité budgétaire en tout cas, où du fait de l'inflation, du fait de la non-revalorisation de ces montants qui sont alloués aux mairies de secteur, on se retrouve aujourd'hui, et les équipes et les élus, les fonctionnaires et les élus, à devoir jongler avec les comptes, à devoir faire du mieux possible, à changer la serrure mais pas la porte, de façon à pouvoir fonctionner. C'est ça la réalité de la mairie de secteur aujourd'hui. Donc je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, tout ne date pas d'hier, tout ne date pas de 2020, mais rien n'a été fait depuis 2020. Et le problème s'est accru depuis 2020, puisqu'il y a eu une forte inflation qui ne s'est pas traduite dans les dotations qui ont été données aux mairies de secteur, alors que la mairie centrale, elle, s'est gardée la bonne part du morceau, des subventions qui arrivaient, des dotations de la métropole qui arrivaient, des impôts qui augmentaient. Les mairies de secteur n'ont pas vu tout ça. Seule la mairie centrale a bénéficié de tout cet argent. Donc voilà, j'appelle votre attention là-dessus, puisqu'au-delà du débat électoral que Lionel Royer-Perrault évoquait, et de la légitimité et des compétences des mairies de secteur, il y a aussi une question budgétaire. Tout n'est pas possible, mais la mairie centrale a des leviers d'action. Si elle souhaitait les activer, elle pourrait les activer. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, et on regrette à nouveau
que les budgets participatifs se voient allouer la somme de 500 000 euros quand généreusement on nous octroie 270 000 euros pour fonctionner sur une année pour 130 000 habitants. C'est pas acceptable d'avoir ce déséquilibre. Donc voilà ce que je tenais à dire en introduction. Donc vous aurez retenu que donc on a consommé beaucoup plus que la dotation annuelle normale qui nous a été accordée, que ce soit en investissement ou que ce soit en fonctionnement. Donc je vous donne les chiffres précis, ils sont dans la délibération, mais retenez qu'on est quasiment de 10% au-dessus, on surconsomme de 10% le budget de fonctionnement, et on aurait besoin du double en investissement, puisqu'en tout cas c'est ce qu'on a dépensé en 2024. Alors malgré ces difficultés, je le disais, les fonctionnaires de cette mairie de secteur et les élus se démènent, font preuve d'imagination, d'engagement pour faire le maximum avec ces dotations qui nous sont accordées et pour maintenir autant que possible une qualité de service public pour les habitants. C'est vrai, Madame le maire n'est pas là, mais je vais commencer par parler de la culture, ça lui ferait plaisir si elle était là. Les sommes qui ont été dépensées au cours de l'année 2024, c'est environ 165 000 euros pour le budget de la culture, avec des événements plus ou moins récents dans le secteur, mais je pense au Rendez-vous du Lac, avec les spectacles pour enfants, les concerts tous les jeudis du mois de juillet et du mois d'août. Je pense aussi à la photographie, donc le prix Maison Blanche qui est né dans ces arrondissements, maintenant qui fait partie d'un festival photo un peu plus large qui s'appelle Photographie Marseille, mais qui se clôture par le prix Maison Blanche qui quelque part est à l'origine de cet événement. De la même façon pour le Festival des Arts Éphémères que nous accompagnons depuis quelques années et qui maintenant a pris son envol puisqu'il va aussi bien au-delà du parc de Maison Blanche pour essaimer au sein de la métropole et au sein du département. Cirque en herbe, les spectacles de Noël, enfin bref, une activité culturelle soutenue également, comme on s'était engagé pour l'implantation de cabanes à livres qui s'est poursuivie, des activités culturelles avec les écoles, de la médiation, et puis l'Atelier des Arts, vous le savez, qui malgré l'arrêt des spectacles continue son projet, et ce projet se déploie partout dans les arrondissements avec des ateliers de lecture, des rencontres, des contes pour enfants, des conférences philosophiques, bien d'autres activités, notamment il y a quelques jours, un atelier qui avait lieu à la maison de quartier de la Cailleule et qui a réuni plus d'une 60aine d'enfants. Et donc voilà, l'atelier des arts est fermé, mais l'activité continue et elle se répartit encore mieux sur l'ensemble du territoire des 9e et 10e arrondissements. Et nous en sommes très fiers. Au niveau des animations, les sommes qui ont été dépensées en 2024 s'élèvent à 392 000 euros, avec des événements que vous connaissez, carnaval, fête des mères, bal des mamans, colline en fête, festi-défi, des bals de quartier, des projections de films. On est aussi dans la culture. Le forum des associations, Halloween cette année sur 2 quartiers, puisqu'on a tenu, et les élus en charge de l'animation ont tenu à ce qu'il y ait un traitement équitable des 2 arrondissements et que donc les événements que nous organisions soient à la fois organisés dans le 9e et dans le 10e arrondissement. C'était le cas pour Halloween, mais aussi pour d'autres choses. La fête de la lumière, le marché de la truffe, les animations de Noël, la parade lumineuse, bien d'autres choses que vous connaissez maintenant et que nous sommes fiers d'organiser et de porter avec les moyens qui sont les nôtres et l'engagement des élus et des fonctionnaires, je le redis, merci à chacun d'eux. Dans les maisons de quartier, évidemment, avec les équipes du service de l'animation qui proposent différentes activités aux habitants, aux seniors, aux jeunes, pour toutes les catégories de la population. Les centres aérés donc, ont fonctionné à plein au cours de l'année 2024, 316 000 euros de dépenses pour les 7 centres aérés que nous gérons dans cette mairie. De nombreuses activités de toute nature, culturelles, de gym, de sorties sur place, à distance, au village des automates, au parc des dinosaures, au musée, au cinéma, au mini-golf, au judo, au cirque, de l'initiation aux pratiques sportives. Le sport était la grande cause nationale 2024 avec les Jeux Olympiques et donc il y a eu une activité soutenue dans les maisons de quartier et les centres aérés en 2024 avec du bowling, du trampoline, la patinoire, le tir à l'arc, bref. Différentes activités qui auront permis d'occuper petits et grands. Évidemment, le gros des dépenses en investissement et en fonctionnement, c'est les services techniques de la mairie des 9e et 10e arrondissements. C'est quasiment 1 million d'euros de dépenses de fonctionnement donc sur les 2,6 millions que j'évoquais tout à l'heure. À peu près 1 million d'euros pour le fonctionnement de l'entretien, la maintenance, les réparations. Des plateaux sportifs, il y en a 12, des gymnases, il y en a 13, des stades, il y en a 5 que nous gérons, des jeux de boules, du tennis, des jardins, il y en a 29, des maisons de quartier, 14.
Donc tout ça fait évidemment des dépenses importantes, 1 million d'euros en fonctionnement, je le disais, et 500 000 euros d'investissement. 500 000 euros d'investissement, donc le double de notre enveloppe normale annuelle. Je citerai notamment, parmi les principales opérations, il y en a eu beaucoup, mais on en a sorti quelques-unes du lot pour les mettre en évidence. La réfection du stade Rény, cours synthétique, et la pose d'un passage sélectif à l'entrée du stade. Les peintures de terrain à De Sautel et à Azaïs. Le parc des Fonderies, vous savez, on avait créé notamment des activités pour les enfants de l'école voisine de la Timone. Donc il y a eu des améliorations qui ont été apportées, notamment avec la pose d'un gazon synthétique pour un meilleur usage de l'espace par les petits. Des aménagements dans les maisons de quartier, au Triolet, à la Rainette, dans les jardins, jardin Batani, jardin Azaïs avec de nouveaux jeux d'enfants. Dans les gymnases, réfection du sol du gymnase de Château-Sec, réfection des sanitaires au gymnase Vaccaro et travaux d'éclairage au stade Montruzeau. Donc voilà, tout ça au total, ça fait 500 000 euros d'investissement. Nous avons conscience que d'autres choses seraient nécessaires. Nous avons fait le maximum avec les enveloppes qui étaient les nôtres et nous poursuivrons cet effort d'investissement au cours de l'année 2025. Et enfin, sur les autres types de dépenses fidèles à notre réputation et à l'histoire de ces secteurs, nous les maîtrisons au mieux, que ce soit les dépenses de communication, de protocole, les dépenses d'administration générale. C'est pas facile parce que certaines dépenses augmentent vite. L'affranchissement, les fluides, carburant, enfin bref, différentes dépenses qui sont bien au-delà de 1 ou 2% d'augmentation des dotations que nous avons reçues. Donc voilà, elles sont contenues, on fait au mieux, comme je le disais, tous les fonctionnaires et tous les élus ont en tête ces efforts d'économie qu'il nous faut faire pour bien gérer l'argent public. Et nous le faisons sans renoncer, ou en tout cas en renonçant le moins possible à notre action de service public. Donc voilà au total l'action qui a été engagée au cours de l'année 2024. Le montant des reports qui fait partie de la délibération qui est soumise à notre approbation aujourd'hui, je vous les lis, 792 928 de reports totaux, dont 396 000 disponibles, puisqu'une partie des reports, c'est simplement des mandatements ou des paiements qui sont intervenus en 2025. Et sur l'investissement, des reports à hauteur de 68 000 euros, mais en réalité seulement 34 000, puisque 34 000 sont des restes à réaliser qui ont déjà été dépensés en début d'année 2025. Donc vous voyez que notre bas de laine se réduit à quasiment zéro en investissement, ce qui fait que nous aurons en 2025 uniquement l'enveloppe habituelle, 270 000 euros pour fonctionner. Il reste une petite réserve faible qui sera aussi consommée sans doute pour les dépenses de fonctionnement. Et donc il devient urgent, comme je le disais en introduction, de se pencher sérieusement, non pas sur les modes d'élection qui intéressent peu les administrés, mais sur les capacités réelles d'action et les capacités budgétaires des mairies secteurs et de l'action publique de proximité. Je pense que c'est le véritable enjeu. Merci à tous. Merci Monsieur Robin. Madame Guérard a sollicité la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup. Je prends la parole parce que j'ai l'impression que plus personne ne sait où il habite, à quel parti il appartient et ce que font ces élus et ce qui les concerne. Donc, sur ce qui concerne la loi, écoutez, c'est une loi qui est proposée par votre majorité, donc je vous invite à vous adresser à votre majorité et pas à nous, notre groupe, sur ce sujet-là. Sur le budget, peut-être que vous auriez voulu que nous tenions vos promesses, mais nous astreignons à tenir les nôtres. Nous étions engagés à mettre en place un budget participatif. Donc nous le faisons parce que nous pensons que c'est important pour les gens, les citoyens, les habitants, d'être consultés et de recroire un peu en la politique et en la parole des élus. Et je vous invite également à vous adresser à votre parti lorsque vous nous dites qu'il va falloir augmenter les budgets de mairie de secteur, parce que moi je ne sais pas comment on va augmenter les budgets des mairies de secteur, ni même le budget de la ville de Marseille, avec des coupes à venir, qu'on nous annonce un effort sur 40 milliards d'euros. Donc je crois que chacun doit s'adresser au sien et pas se tromper et pas s'adresser à l'opposition quand elle n'est pour rien dans les problèmes qui nous arrivent. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des prises de parole? Non.
Je soumets aux voix ce long rapport 25-12, ce compte d'exécution. Qui est pour? Contre? Abstention? Merci. Je crois qu'on peut appeler maintenant Madame Destier de l'Ordre, qui devrait, j'espère, en revenir si elle n'est pas partie. Allez. Bon, eh bien, on va reprendre et je vous remercie. 25-13. 25-13, ce rapport, c'est moi qui le porte. Et c'est l'approbation d'une convention d'occupation temporaire du domaine privé communal entre la ville de Marseille et l'association Scout et Guide de France pour la mise à disposition d'un terrain. En fait, cette délibération n'est que le renouvellement de celle de l'année dernière. Tous les ans, nous mettons à disposition un terrain, enfin la ville met à disposition un terrain pour que les scouts puissent s'installer. Et en tout cas, ils sont là-bas avec une mission de surveillance et de prévention des risques de feu. Et ils travaillent bien évidemment avec les marins-pompiers. Ils font un remarquable travail. Donc, notre groupe votera pour. Est-ce qu'il y a des interventions sur cette délibération? Donc, je peux mettre aux voix. Qui est pour? À l'unanimité, merci beaucoup. Le 25-14, c'est Madame Martineau. Et ça concerne l'attribution de subventions à des associations en faveur du lien social. Le micro. Là, ça y est, vous m'entendez? Oui. Bon, alors, je présente ce rapport qui correspond donc à des subventions que l'on va donner, que l'on propose pour des associations en faveur du lien social. Il s'agit de l'association Christophe, que nous connaissons bien, puisqu'elle œuvre en faveur des familles et des jeunes qui ont fait des tentatives de suicide. Et qui est domicilié à l'hôpital de Sainte-Marguerite. La subvention s'élève à 2 000 € et je présente donc ce rapport au vote. Merci. Y a-t-il des remarques? Une prise de parole? Non, donc je mets aux voix. Qui est pour? À l'unanimité, merci beaucoup. 25-15. C'est le rapport rapporté par Catherine Chantelot. Oui, Madame la maire, ce rapport concerne le contrat des possibles, qui est un nouveau contrat de ville métropolitain pour la période 2024-2030. Qui vise à renforcer la cohésion sociale dans les 66 quartiers prioritaires à l'échelle métropolitaine, dont 41 pour Marseille. Donc nous avions voté ce contrat de ville en avril 2024 et aujourd'hui il s'agit d'accorder la première série de subventions de fonctionnement dans ce cadre, ce qui représente quand même 336 200 € pour Marseille, et la deuxième série de subventions soutient la participation citoyenne qui représente 60 000 € sur Marseille. Et pour les 9e et 10e arrondissements, alors la somme est un peu moins forte puisque c'est 19 000 € au total. Donc sont concernés le centre de culture ouvrière pour 3 000 €, le centre social de la Caplette pour 3 000 €, Atout Femmes pour 2 500 €, l'IFAC pour 3 000 €, l'IFAC c'est pour les Hauts-de-Mazargues, la Fédération des citoyens de la Soude, l'association de foot de la Caillole et le meeting politique ouvert à tous pour 3 000 €. J'ai oublié de dire que c'était 3 000 € pour la Caillole aussi. Voilà. Je crois que j'ai pas dit.
Voilà, et on soumet ce rapport au vote. Merci beaucoup, Madame Chantelot. Je mets aux voix. Quelqu'un veut prendre la parole? Non. Donc je mets aux voix. Qui est pour? À l'unanimité? Non, moi je maintiens. Ah, et abstention. Merci. Pardon. 25-16, Monsieur Di Giovanni. Madame le maire, mes chers collègues, le rapport 16 concerne une subvention d'équipement. Dans notre secteur est concernée l'association sportive de baby-foot de Marseille. Pour l'achat d'un baby-foot, une subvention de 1 500 € est proposée. Je voudrais de bien vouloir approuver ce rapport. Merci. Merci. Je pense qu'on peut le mettre aux voix directement. Qui est pour? Qui est pour? À l'unanimité, merci beaucoup. Madame Martineau, pour la première répartition de 2025 pour l'attribution de subventions. Attribution de subventions aux équipements sociaux pour l'innovation et la créativité. Nous sommes sur la première répartition de 2025. Donc nous avons un ensemble d'associations, Madame la maire. Donc la première partie, nous sommes sur le centre social de la Cravache-Sévigné, dont le montant de la subvention s'élève à 15 000 €. Et ensuite, nous avons 3 demandes de subvention pour le même centre social Mazars de Sormiaux. Et si vous me le permettez, je fais un total de subvention qui s'élève à 20 000 €. Je vous demande donc de voter ce rapport. Merci. Merci beaucoup, Madame Martineau. Y a-t-il des interventions? Non. Donc je mets aux voix. Qui est pour? Donc, qui s'abstient? Et 2 abstentions. Merci beaucoup. « 25-18 ». C'est Madame Chantelot. Madame la maire, chers collègues, il s'agit dans ce rapport de la cession au profit des sociétés Imostone et Océanis d'une emprise foncière qui appartient à la ville, qui est située à la rue Saint-Éloi, au 23 rue Saint-Éloi. C'est un site que nous connaissons bien puisqu'il est alloué suite à votre travail par le passé en tant qu'adjointe à la culture, est attribué à des ateliers publics de l'école des beaux-arts où tout le monde peut aller et apprendre la peinture et la sculpture, donc ils font de très belles choses et ils participent aux arts éphémères, je crois, c'est ça. Et donc il est prévu une construction de logements sociaux c'est une résidence sociale qui est réservée à des jeunes actifs, ce qui nous plaît tout particulièrement dans la mesure où ce sont des personnes qui travaillent et qui, avec des petits salaires, n'arrivent pas à se loger et on en a de plus en plus actuellement. C'est ceux qui se trouvent les plus en difficulté à l'heure actuelle. Voilà, donc on demande d'émettre un avis favorable à ce rapport. Y a-t-il une prise de parole? Oui, Madame Arrigui. Madame le maire, mes chers collègues, à la lecture de ce rapport, je suis allée me renseigner sur l'emprise foncière que la ville de Marseille propose de céder. Et je suis notamment allée voir sa situation dans la ville.
Alors à côté de cette parcelle, il y a une maison assez grande qui, je pense, est celle qui a été rachetée par les promoteurs afin de réaliser leur projet de construction. Au conseil municipal du 15 décembre 2023, on apprend dans un rapport qu'il est question de réaliser à cet endroit une résidence étudiante. La société Immostone et la société Océanie sollicitaient alors la ville de Marseille pour l'acquisition de la parcelle du 23 rue Saint-Éloi, qui nous occupe ici, afin de compléter en quelque sorte leur projet en proposant la création de 78 logements étudiants additionnels et d'un atelier de 205 mètres carrés. Le projet a visiblement avancé puisque la désaffectation du domaine public de la parcelle est demandée par le présent rapport. Entre-temps, je note quand même que les propositions ont changé. Les 78 logements étudiants imaginés sur le 23 rue Saint-Éloi se sont transformés en 97 logements sociaux en résidence sociale jeunes actifs. Voilà qui fait un afflux de personnes supplémentaires par rapport à ce qui était initialement prévu. Ceci sans compter la résidence étudiante censée être construite sur la parcelle adjacente, si tant est qu'elle aussi ne se soit pas transformée en autre chose. En bref, cela fait quand même un afflux de population additionnelle important, là où il y avait initialement une maison assez grande et un local loué à l'INSEAD. Dans un quartier en tension, dans une petite rue où 100, 150 ou 200 logements supplémentaires poseront forcément à un moment donné des problèmes de circulation, où les gens peinent déjà à se garer, où la propreté, on le sait, est aléatoire, et où on finit par créer du mal-être alors que tout individu devrait être apaisé dans son lieu de vie. Je suis désolée, mais cette fuite en avant dans l'urbanisation de notre ville pose problème parce qu'elle est loin d'être raisonnée en réalité. Il suffit de voir ce qui est en train d'émerger juste à côté, là, sur Gaston Berger, à 2 pas d'ici, et d'en mesurer les conséquences pour le comprendre. Il suffit de regarder ce qui s'est passé à la Timone, où on a littéralement détruit le cadre de vie de certains riverains qui vivent maintenant dans des conditions qu'aucune des personnes présentes dans cette assemblée ne tolérerait si c'était chez eux. Il faut aller voir chez eux. C'est assez abominable. C'est pourquoi je m'abstiendrai sur ce rapport. Il me paraît important de savoir construire lorsque cela est nécessaire, mais il faut le faire aux bons endroits et il faut savoir s'interroger lorsque les infrastructures et la dynamique des quartiers ne s'y prêtent pas. Merci beaucoup. Y a-t-il une prise de parole? Monsieur Leroy-Perrault. Bien, merci Madame le maire. Bon, je viens d'écouter avec attention ce que vient de dire Madame Arrigui, qui pose finalement la problématique plus large du développement urbain dans la deuxième ville de France. Vous posez les questions, mais vous n'apportez pas les réponses. Ça, c'est ce que je note déjà. Et donc, l'exercice est déjà très limité parce que poser un constat sur le fait qu'il faudrait pas d'immeubles, qu'il faudrait moins de construction, qu'il faudrait... Bon, vous faites du populisme qui est quand même la marque de fabrique du groupe auquel dorénavant vous appartenez. Et je dois bien reconnaître que c'est un peu réducteur comme approche. Car, très sincèrement, d'abord, il n'aura échappé à personne que les droits à construire sont fixés par le PLUI, qui est un vote communautaire. Vous êtes conseillère communautaire et il me semble que vous aviez voté à l'époque le PLUI. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous sommes dans la deuxième ville de France, Madame Arrigui, qu'il y a aussi un PLH. Le PLH, il est aussi communautaire. Et il me semble que vous aviez voté le PLH. Et donc, ce PLH permet une diversification d'offres de logement. Il faut du logement résidentiel, accession à la propriété, bien sûr. Il faut du logement locatif social, et du logement locatif social avec ciblé, tel que les jeunes actifs, puisque, effectivement, ça s'adresse aux jeunes actifs et à dire vrai. Vous essayez de nous expliquer que vous avez une vision urbaine, une vision d'aménagement du territoire, et que c'est sous couvert de cette vision que, quelque part, il faudrait faire la ville autrement. Mais nous savons tous, et nous avons bien compris, qu'en fait, le vrai sujet, c'est la création de logements sociaux. C'est ça le vrai sujet. Et donc, oui, je crois qu'il faut du logement pour tous dans cette ville. Il faut du logement pour celles et ceux qui travaillent, parce que les travailleurs pauvres, ça existe dans cette ville, et que, en l'occurrence, cette opération immobilière
comme tout projet, vous savez, c'est le projet de la vie, ça mute. Des fois, vous partez avec des projets initiaux et ça mute en cours de réalisation. Eh bien, ces projets ont pour mission d'offrir une palette donc, de logements aux Marseillaises et aux Marseillais. Alors après, sur le lieu, sur l'implantation, et vous avez évoqué un certain nombre de sujets. Moi, je vais vous dire, Madame Arrigui, je suis plutôt fier de la dynamique résidentielle du 9e et du 10e arrondissement. Vous pouvez jouer sur les peurs des gens. J'ai bien connu depuis une dizaine d'années, et j'ai bien vu depuis une dizaine d'années combien les gens sont très rétifs à l'idée de construire. Les gens veulent du logement pour leurs enfants, les gens veulent du logement pour leurs grands-parents, mais si possible, devant chez le voisin, pas devant chez eux. Donc ça, j'ai bien vu. Et j'ai vu cette montée en puissance contre le développement urbain. C'est une réalité, elle n'est pas que marseillaise, elle est nationale, et quand vous en parlez avec tous les acteurs locaux, ils vous le disent. Pour autant, il faut, me semble-t-il, être en capacité de créer la dynamique résidentielle. Et les chiffres, quels sont-ils? Les chiffres, c'est qu'aujourd'hui, dans les 9e et 10e arrondissements, d'abord depuis 10 ans, 48% de la population est une nouvelle population dans les 9e et 10e arrondissements. Que l'ensemble des secteurs, c'est-à-dire que vous soyez personnes âgées, que vous soyez jeunes couples ou que vous soyez entre deux âges, chacun aujourd'hui est dans un segment de dynamique résidentielle positive. Ce qui veut dire que dans notre secteur, nous pouvons avoir un parcours résidentiel, ce qui n'est pas le cas dans tous les secteurs de la ville. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que contrairement à certains arrondissements, nous pouvons encore estimer pouvoir faire notre parcours résidentiel dans les 9e et 10e arrondissements. Et quand vous regardez aussi donc, les profils des CSP, vous vous apercevez que vous soyez CSP+, à plus de 4 000 € par mois, ou que vous soyez avec les minima sociaux, vous arrivez dans notre secteur municipal à vous loger. Et vous arrivez à vous loger pourquoi? Parce que justement, nous sommes dans une capacité de production de logement. Alors oui, là où je vous rejoins, c'est que vous devez accompagner cette politique de développement urbain par une politique de mobilité. Ça, c'est une réalité qui, quelquefois, est un peu plus longue que le logement. Le logement arrivant quelquefois plus vite que le reste. Donc, nous y travaillons, il y a des engagements qui ont été pris, dans ce secteur, sur ce mandat, il y a un certain nombre de mobilités douces, notamment, qui vont être livrées prochainement. Je me permets de rappeler, vous l'avez dit à la Timone, et vous l'avez voté à l'époque, que nous avons modifié le PLUI pour que dans le cœur de la Timone, le noyau villageois, et donc les droits à construire dans le noyau villageois, soient préservés. Le noyau villageois. La Timone est à proximité de la faculté. Donc il est normal aussi que la Timone accompagne le développement des facultés. Deuxième élément, sur Menpanti, à cet angle-là, il a toujours été, depuis longtemps, imaginé un projet où il y avait effectivement le maintien de l'activité INSEAM parce que c'est important. Nous y avions même à un moment donné imaginé, nous avions suggéré à la ville de Marseille, mairie centrale, qu'il puisse y avoir un local qui soit réservé pour y créer la maison de quartier de Menpanti, puisqu'il manque à Menpanti cruellement un équipement public de proximité de type maison de quartier. Et là, effectivement, je regrette que dans la programmation, il n'y ait pas un équipement culturel de proximité. Ça, c'est une réalité. Et il a toujours été envisagé qu'il y ait une construction qui vienne je dirais, accompagner l'urbanisme qui est déjà en cours, sachant que cette mutation dans cette rue-là et dans cet angle-là, parce que c'est un angle qui donne quand même sur la fin de l'échangeur de l'autoroute à 50, s'il vous plaît. On ne parle pas, voilà, hein, c'est vue plongeante sur l'échangeur de la 50, quand même. Hein, remettons les choses dans leur contexte, avec juste en face un espace qui sert de cagadou du quartier, hein, pour que les choses aussi soient dites telles qu'elles sont. Et donc, oui, il a toujours été envisagé, c'était dans le cadre du PLUI, et nous avons
essayer de travailler à quelque chose de plus harmonieux. Là où je vous rejoins, par contre, c'est sur la qualité architecturale. Nous considérons à la mairie d'arrondissement qu'il y a encore un effort à faire de ce côté-là. Et que dans le cadre des réunions d'urbanisme que nous avons avec la mairie centrale, il y a encore des choses à faire parce que le compte n'y est pas. Et donc, si nous sommes favorables à la cession des parcelles, c'est le vote d'aujourd'hui, il n'en demeure pas moins que nous sommes beaucoup plus réticents sur la qualité architecturale. Et à ce stade, si le projet tel qu'il a été imaginé doit se représenter devant nous dans le cadre d'un permis de construire, l'élu que je suis qui a la délégation de Madame le maire sur les questions d'urbanisme émettra un avis défavorable. Parce qu'il y a encore des choses à faire de ce côté-là, ça n'est pas satisfaisant. Mais une fois qu'on a dit ça, je pense très sincèrement qu'il faut arrêter d'agiter les peurs. On est dans la deuxième ville de France. Il faut savoir ce que nous voulons. Soit nous voulons être une capitale donc régionale, accompagner le développement urbain, le développement économique, être en capacité d'accueillir celles et ceux qui veulent habiter Marseille, soit ce n'est pas le choix que nous faisons, manifestement ce n'est pas le choix que vous faites, et à ce moment-là, on est dans une autre approche, plus récessive, moins attractive, et à mon avis, très rapidement, avec une politique de cette nature, ça va bugger, à mon avis, mais je peux évidemment me tromper. Voilà en tous les cas ce que je souhaite apporter comme précision sur ce dossier. Merci, monsieur Manchon. Bon, c'est quand même dommage de s'abstenir ou de voter contre des subventions dès qu'il y a le mot social dans l'intitulé, de s'abstenir contre des cessions de parcelles, de fonciers permettant du logement social dès que c'est du logement social. Et si vous me le permettez, vous avez eu votre temps de parole, madame, essayez de respecter la mienne. En tant qu'élu de la République, je pense que le vivre ensemble, c'est une notion qui devrait être ni de droite ni de gauche. On fait avec ce qu'on est. La ville de Marseille, elle est multiculturelle. La ville de Marseille, il y a des CSP+, il y a des gens au chômage, il y a des gens au RSA, il y a des classes moyennes. Et il faut bien arriver à vivre ensemble. Sinon, c'est la guerre. Sur la localisation du projet, j'ai pas très bien compris. On va mettre une forêt urbaine à ce moment-là, on va faire un parc, on va faire quoi? On va remettre des champs? Je suis désolé, mais la rue Saint-Éloi, à quelques minutes des facultés, à 2 pas du parc du 26e centenaire, à 2 pas du métro, à 2 pas du tramway, si on ne construit pas là des logements, dites-moi un peu où on va les construire. Merci, monsieur Manchon. Y a-t-il d'autres prises de parole? Monsieur Gaël. Étrange. 97 logements pour des jeunes actifs. Si vous avez des enfants, vous savez que c'est très compliqué à Marseille de les loger. Très compliqué, surtout si c'est un jeune actif, en contrat à durée déterminée. Quand vous allez chercher un logement, moi je vous incite, eh bien, c'est 3 fois le salaire, au minimum, un contrat à durée déterminée, et un loyer, pour que ça soit correct pour votre enfant, on est plutôt entre 600 et 800 euros. Donc, Marseille entre dans la saison touristique. Plein de jeunes actifs veulent travailler. Où vont-ils se loger? Ils sont en contrat déterminé, d'avril à novembre, dans le tourisme et la restauration. Et donc, il faut proposer à cette population jeune qui commence à travailler des logements. Et ça, c'est souvent la préoccupation de beaucoup de parents à Marseille. Oui, beaucoup de parents ont encore leurs enfants chez eux. C'est une réalité. En fin de compte, ce que vous défendez, cette opposition, c'est une opposition contre les gens, en fin de compte, modestes.
qui ont leurs enfants chez eux. Et oui, c'est ça. 97 logements pour des jeunes actifs. C'est pas le jeune actif qui sort du grande école et qui trouve rapidement un emploi à 2500 €. C'est souvent un jeune qui est dans la restauration et qui est à 1800, avec un contrat déterminé d'avril à novembre. Donc évidemment, on a besoin de ces logements. Évidemment, notre groupe votera dans ce sens. Merci, monsieur Guel. Je mets donc aux voix. Qui est pour? Qui s'abstient? Abstention. 4. À la majorité. Merci beaucoup. 25-19. Madame Chantelot. Oui, Madame la maire, donc le 25-19 concerne des attributions de subventions à des associations en faveur du lien social. Ce sont des fêtes de quartier. C'est la première répartition 2025. Et donc, dans notre secteur, sont concernés APIS pour la fête du Triouli avec 3 000 €, le centre social de la Caplette en fête avec 3 000 € et le CCO Château Saint-Loup-Saint-Is pour le bal dansant à Château Saint-Loup, le défilé de mode et la fête traditionnelle à Saint-Is avec 10 000 €. Merci beaucoup. Madame Chantelot, y a-t-il des prises de parole? Non. Donc je mets aux voix. Qui est pour? À l'unanimité. Merci beaucoup. Monsieur Di Giovanni, 25-20. Dans ce rapport, il est question de subventions à des associations pour l'organisation d'événements. Dans notre secteur est concernée l'Esplanade des Galets Boulistes pour un événement 100% féminin de Provence, ainsi que l'association Kilomètre 42-195 pour le Trail des eaux vives. On a de bien vouloir approuver ce rapport. Merci. Merci beaucoup, monsieur Di Giovanni. Je pense qu'on peut le mettre directement aux voix. Qui est pour? À l'unanimité, merci. 25-22 et c'est 21 et c'est monsieur Bertrand des Hauts-de-Sigy. Alors c'est encore une attribution de subvention. C'est dans le cadre de l'accueil de loisirs sans hébergement. On a différentes associations qui sont concernées sur le secteur. APIS pour rue de l'Aviateur de Brix, l'Union sportive et culturelle de la Rouvière pour le boulevard du Redon, le centre social de Caplette, l'association Synergie Family pour le centre social de la Pauline, l'association Centre de culture ouvrière pour le château Saint-Loup et l'IFAC pour les Hauts-de-Mazargues. Il faudra aussi évidemment approuver les conventions qui vont avec, pour un total pour cette première répartition de 290 185 €. Je vous remercie. Y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas, donc je vais mettre aux voix. Qui est pour? À l'unanimité et à 2 abstentions. Donc adopté à la majorité. Merci beaucoup. 25-22. C'est Madame Martineau. Ce rapport concerne l'attribution de subventions à des associations de solidarité et de lutte contre l'exclusion. Nous sommes sur la deuxième répartition 2025. Donc c'est un ensemble d'associations qui œuvrent sur l'ensemble du territoire marseillais, donc sur les 9e et 10e arrondissements, bien entendu. Nous avons le collectif d'éducateurs pour l'autonomie des retraites, dont le montant de la subvention s'élève à 17 000 €.
entourage, subvention de 6 000 €. GEPIGE, alors c'est le groupement d'éducateurs d'insertion sociale et professionnelle pour un montant de 5 000 €. Justice et Union pour la transformation sociale, 8 000 €. Ligue française défense des droits de l'homme, 7 000 €. Médecins du Monde, 5 000 €. Reconnect, 12 000 €. Voilà, je vous présente donc ces rapports. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il une prise de parole? Il n'y en a pas, donc je vais mettre aux voix. Qui est pour? Pour. Et qui s'abstient? Ok. À la majorité. Merci beaucoup. 25-23, c'est Madame Emmanuelle Charras. C'est bon, hein? C'est vert en tout cas. Donc de l'attribution de subventions à divers organismes qui œuvrent dans le champ de la vie étudiante ou de l'ESR. Alors il y a des dispositifs ou actions sur la vie étudiante. Il y a également des transferts de technologie et rayonnement de la recherche. Et il y a également des subventions sur la diffusion de la culture scientifique et les manifestations scientifiques. Alors concernant les subventions au fonctionnement de notre secteur, eh bien, ce qui est principalement intéressé, c'est Kedge Business School, le bureau des sports de l'IT, le centre culturel de l'UNIMI, mais également des subventions de fonctionnement pour le CNRS avec la délégation locale et pour l'Institut des sciences moléculaires de Marseille. Voilà. Je vous demande de donner un avis favorable à ces demandes de subvention. Merci beaucoup, Mme Charras. Je mets les aux voix. En fait, c'est une belle délibération. Alors, qui vote pour? Pour, à l'unanimité, merci beaucoup. 25-24, c'est Madame Ferrero. C'est des subventions à des associations pour les familles. Madame le maire, mes chers collègues, ce rapport concerne l'attribution des subventions à des associations agissant en faveur des familles. Première répartition 2025. C'est ainsi que la ville a décidé d'aider certaines associations pour le renforcement du lien familial, l'aide aux familles rencontrant des difficultés matérielles, l'aide aux familles à développer leur capacité d'intégration. Je vous demande d'émettre un avis favorable pour cette association Relais Enfants-Parents, Centre pénitentiaire de Marseille, donc dans le 9e arrondissement, pour un montant de 2 500 €. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je mets aux voix. Qui est pour? À l'unanimité, merci. Monsieur Ferchat, pour l'approbation de l'avenant numéro 1 à la Convention de financement relative au projet d'installation de toilettes sèches. Madame le maire, mesdames et messieurs les élus, afin de gérer l'afflux de visiteurs importants, le Parc national des Calanques a mis en place en 2021 et 2022 une expérimentation d'installation de cabines de toilettes sèches à différents points stratégiques au nombre de 8. Lumini, Port-New, Port-Pin. Le bilan s'est avéré positif. La question des équipements de toilettes étant primordiale tant au niveau sanitaire qu'au niveau écologique, la ville de Marseille et le parc des Calanques émettent un souhait de poursuivre le déploiement de ces équipements à plus grande échelle. Le conseil municipal a approuvé une convention de financement relative au projet d'installation de ces équipements pour les 3 prochaines années.
dans des lieux stratégiques. Il s'agit aujourd'hui d'approuver l'avenant numéro 1 à cette convention qui détermine le montant de la contribution financière pour 2025 à hauteur de 90 000 €. Au vu de l'impact positif de ce projet, nous vous invitons à émettre un avis favorable. Merci. Madame Best. Merci, Madame la maire. Chers collègues, alors je me permets de profiter de cette délibération que je vais évidemment voter favorablement, tout simplement pour faire une petite digression sur Sorgnou et pour préciser qu'à Sorgnou, puisqu'on parle de déchets, c'est la SCI qui doit s'occuper, elle, des déchets des 8 à 10 000 personnes qui s'y trouvent chaque année en haute saison. Et il serait nécessaire, dans l'intérêt de tous, des cabanonniers, et dans l'intérêt aussi de la propreté de cet endroit merveilleux, que les élus comme M. Ferchat trouvent une solution, peut-être un dialogue avec les habitants et la SCI Marine de Sorgnou pour les aider à collecter ces déchets plus facilement. J'ai proposé de faire une réunion sur site, on n'a toujours pas été. Bon, bah écoutez, je vous remercie pour eux. En tout cas, le député Pessa a envoyé un courrier le 25 janvier à la métropole. Il n'a toujours pas eu de réponse, donc je profite de ça. Très bien, merci beaucoup. Je pense que M. Ferchat vous a répondu, donc je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est pour? À l'unanimité? Merci beaucoup. Monsieur Hoffmann, pour la délivrance de bois sur pied. Madame le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, la ville de Marseille a choisi de faire bénéficier ses espaces. La ville de Marseille a choisi de faire bénéficier de ces espaces naturels du régime forestier, leur donnant ainsi clairement une orientation forestière. Dans ce cadre, l'Office national des forêts, établissement public à caractère industriel et commercial, assure aux côtés de la collectivité le rôle d'expert, l'aidant à orienter ses choix de propriétaires décideurs sur le modèle de gestion de son domaine. Le volume de bois coupé, toute opération confondue, est estimé à 1235 mètres cubes, sur une superficie de 61 hectares d'œufs. Ces travaux forestiers seront réalisés dans le strict respect des enjeux écologiques et paysagers. Je vous demande d'émettre un avis favorable au 7 article. Merci. Merci, M. Hoffmann. Je peux mettre aux voix. Qui est pour? À l'unanimité, merci. Monsieur Di Giovanni, pour le 25-27, les subventions aux associations. Alors, dans ce rapport, il est également question de subventions, mais pour des associations qui portent des initiatives en faveur des jeunes. Et concerné sur notre secteur, le SC Cailleul, donc le club de foot de la Cailleule, pour des actions de prévention par le sport, l'école de foot. Le montant s'élève à 3 000 €. Je vous demanderai de bien vouloir approuver ce rapport. Merci. Bon, je le mets aux voix parce que je pense qu'on peut tous approuver le travail qu'ils font. À l'unanimité, merci. 25-28, c'est moi. C'est une attribution, c'est l'approbation d'une 3e répartition aux associations organismes culturels au titre des subventions 2025. Et dans notre secteur, ça concerne l'association Diffusion pour un montant de 3 000 €. Et c'est une association qui travaille notamment sur le spectacle vivant. Je peux mettre aux voix. Qui est pour? À l'unanimité, merci. Monsieur Rosato, 25-29, une attribution de subvention. Merci Madame le maire. Donc le maire de Marseille, dans le cadre de ses pouvoirs de police, anime et coordonne la mise en œuvre de la politique locale de prévention de la délinquance sur le territoire de la commune. À ce titre, il préside un conseil local de sécurité, de prévention de la délinquance et de la radicalisation, le fameux CLSPDR. Aussi, concernant la prévention de la délinquance juvénile, a été créée en son sein une instance dédiée à cette thématique dénommée Commission mineure.
Le présent rapport soumet au conseil municipal une répartition des subventions correspondant au soutien de la ville que la ville souhaite apporter à des associations qui conduisent sur le territoire marseillais des actions en faveur de la prévention des comportements à risque chez les jeunes. Je vous demande d'émettre un avis favorable à ce rapport. Je mets au voix. Qui est pour? À l'unanimité, merci beaucoup. Monsieur Darmon, 25-30. Dénomination de voix, 2. Alors, il est proposé ce soir d'adopter 2 nouvelles dénominations de voix dans le campus de Lumilly. Donc, dans la continuité des fois précédentes, je vais proposer 2 noms de scientifiques. Mais je vais au préalable vous montrer un petit schéma avec des couleurs, parce que des fois c'est parlant. Vous avez le côté rouge ici, le côté entrée nord du campus et périphérique nord qui sera attribué avec votre vote à un physicien, je vous le montre un peu plus tard. Et au centre ici, qui longe l'amphithéâtre, vous avez une attribution qui est faite en vert à une autre illustre personnage. Alors le premier, il s'agit de M. Mohamed Mebkout, qui est né en Algérie, qui a fait son cursus à Tlemcen, et après l'obtention de son bac, est arrivé à Marseille en 1954. En 1961, il a eu un doctorat d'État sur l'application de la théorie des groupes à la physique et des particules élémentaires. En 1972, il fut nommé, si quelqu'un veut venir à ma place, allez-y. En 1972, il fut nommé doyen de la faculté des sciences de Lumilly, et il restera à ce poste pendant 2 décennies. Il a œuvré pour la création, et on voit le résultat, d'un campus dynamique, avec un objet pluridisciplinaire. La création de l'INSERM a été inaugurée en 1983. Il sera également à l'origine de la venue de l'école d'ingénieurs ESI, qui deviendra plus tard Polytech. Et grande reconnaissance de son travail, il fut nommé également au grade de chevalier dans l'ordre de haute distinction, l'ordre national du mérite, officier au sein des palmes académiques. Un peu plus tard, il fut atteint d'une maladie un petit peu handicapante. Il milita ainsi activement pour la cause des handicapés par le biais d'une association rapprochant les chercheurs, les cliniciens, afin de dynamiser la recherche auprès de méthodes de rééducation fonctionnelle. Ça, c'était pour le campus nord, la périphérie nord. Au centre, nous avons Madame Angélique Arvanitaki, d'origine grecque, bien évidemment, neurophysiologiste avec une double particularité. Elle se maria avec un grec également, qui devint neurophysiologiste. Ils eurent ensemble une fille qui devint neurophysiologiste. Donc vous voyez que les ingénieurs, il y a beaucoup de génétique également. Elle fit ses études à Lyon, travailla au début au musée océanographique de Monaco, et finit donc à Marseille, où elle fut reconnue pour ses travaux en électrophysiologie dans les années 60. Elle fut pionnière dans l'étude de l'activité électrique nerveuse, que l'on appelle une transmission hépatique. Il s'agit d'une communication du système nerveux qui influe sur la synchronisation et le moment du déclenchement du potentiel d'action dans les neurones. Voilà, je vous prie, messieurs, dames, de bien vouloir voter favorablement pour ces 2 illustres personnages. Merci. Bravo. Merci beaucoup pour cette belle présentation. En tout cas, nous savons tout. Et je vais donc mettre aux voix, à moins que quelqu'un puisse prendre la parole. Non. Donc, qui est pour? À l'unanimité, merci beaucoup. Monsieur Farcha. Monsieur Farcha. Madame le maire, mesdames, messieurs les élus, il est soumis au conseil d'arrondissement une délibération pour l'attribution de subventions à des associations œuvrant dans le domaine de l'environnement. Colinéo, qui propose des sorties nature.
pour un montant de 2 000 euros. Un regroupement d'associations, Plan Vert, GEMS, Société d'horticulture et d'arboriculture des Bouches-du-Rhône, Pachamama, Ligue de protection des oiseaux. Il s'agit d'un projet de restauration de la biodiversité sur une friche urbaine du 8e. 3 000 euros pour le fonctionnement sont proposés et 9 000 pour favoriser les espèces pollinisatrices et lutter contre les espèces végétales exotiques envahissantes. L'association Terre API pour sensibiliser aux abeilles, 2 000 euros. Association Arbre Enfant, 2 000 euros. Association Un Prétexte, sensibiliser à la biodiversité face à l'urbanisation pour 2 500 euros. Association Protection de la Nature et des Espaces Verts pour lutter contre la prolifération des chenilles sur le massif de la Nerte pour 1 000 euros. Association Institut Éco-Citoyen pour la connaissance des pollutions, 14 500 euros. Madame le maire, au sein de la mairie des 9-10, nous sommes attachés à soutenir les actions et les acteurs qui œuvrent pour notre environnement. À la lecture de ces propositions, nous pouvons être très sensibles à la volonté de soutenir le tissu associatif qui s'engage pour la nature et dans l'intérêt général. Cependant, la liste proposée intègre l'association Pachamama et nous sommes très étonnés de financer et d'investir pour une structure qui fait des projets sur le futur tracé du futur bus. C'est pour cela que nous nous abstenons sur ce rapport. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Perchat. Et y a-t-il une prise de parole? Non. Donc, Pachamama, c'est pas simplement parce que c'est installé sur le boulevard Urbain Sud, mais honnêtement, je ne sais pas si vous vous êtes rendu sur le site régulièrement, mais moi, ce qui me dérange le plus, c'est que ce site soit une véritable poubelle. Il n'y a pas de plantation. 4 petits arbres et non pas une forêt. C'est en train de pousser, j'y suis allé dimanche. Ah, il pousse. Ah, alors je suis contente qu'il pousse. Voilà, bientôt 1 mètre. Il y a des pommes de terre, il y a des fèves, il y a des... Alors ça c'est nouveau parce que franchement je m'y rends régulièrement et il n'y a rien. Non, mais depuis quelques mois et depuis que j'ai reçu l'association Pachamama, en tout cas ça n'est pas du tout en rapport au cahier des charges qu'ils avaient au départ. Et ça me désole parce que j'aurais bien aimé pouvoir travailler différemment avec eux. Je les ai reçus et je les connais bien. Allez les voir. Je les connais bien. Donc nous nous abstenons, en tout cas notre groupe, et je mets aux voix qui est pour, qui s'abstient. Majorité. La dernière, 25-32, c'est moi. Et c'est une subvention, une première répartition accordée à l'association Relais Enfants Parents pour un montant de 4 000 euros. Y a-t-il une prise de parole sur cette délibération? Non. Non. Donc, simplement, en tout cas, avant nous voterons bien évidemment pour. Moi, je voudrais juste en profiter, puisque cette délibération concerne l'accompagnement des femmes et de leurs enfants, pour permettre et maintenir la relation de l'enfant avec son parent incarcéré. Je voudrais en même temps, en tout cas, dire un mot de soutien à tout le personnel pénitentiaire qui aujourd'hui souffre particulièrement. Voilà. Et je mets aux voix. Qui est pour? À l'unanimité. Merci beaucoup. Le conseil est clos et je vous remercie.